Je lance l'enregistrement, je reprends ma fiche. Bonjour Pierrot, je te remercie d'avoir Bonjour. accepté mon invitation. Alors, pour te présenter, tu es une personnalité dans le monde du survivalisme. Tu as écrit plusieurs livres comme Survivre à l'effondrement, Rue Barbare ou NRBC. Ces livres sont traduits dans plusieurs langues et sont reconnus pour leur qualité. Moi, ce qui m'a intéressé chez toi, c'est que tu n'es pas un illuminé de la théorie de l'effondrement. On voit tous les jours que ça va pas, on part dans la mauvaise direction. Et toi, ce que tu fais, c'est que tu pousses au réveil, tu pousses les gens à se prendre en main, à se prendre en main. Ce qui est intéressant, c'est que tu nous invites à ne plus dépendre de l'État, à partir, à être autonome. Pour ma part, moi, grâce à toi, je me suis remis à lire, remis à faire du potager, continuer à apprendre diverses compétences, qui fait qu'aujourd'hui, dans le monde qu'on a, avoir plusieurs compétences, ça te permet de ne pas te retrouver sur le carreau si une de tes activités vient à s'arrêter. Euh, Moi, j'ai bien aimé ton analyse sur le monde du travail, sur le fait que c'est quelque chose de fini et que ça peut pas croître jusqu'à la fin. Et ça, j'ai vraiment constaté à Tahiti, parce que si tu veux, à Tahiti, on n'a pas vraiment d'industrie. Tout ce qui est professionnel, embauche, tu as une loi sur la préférence territoriale. Quand tu veux embaucher un extérieur, il faut que tu doives prouver qu'il n'y ait pas de locaux qui aient les compétences. Mhm. Et c'est là que tu te rends compte qu'ici, on protège vraiment les gens. Ce n'est pas comme en métropole où c'est open, quoi. Et, euh, et ça fait un choc quand tu arrives, hein, concrètement. Mais après, c'est pas grave parce que ça te permet de t'adapter et ça te permet de te bouger les fesses. Euh, donc aujourd'hui, moi, ce que je voulais, c'est avoir une petite discussion avec toi sur certains thèmes, Mhm. notamment le Krav Maga, savoir un peu ce que tu en pensais, si on pouvait Très bien, commencer très bien. par ça. Tout Qu'est-ce que d'abord, tu... merci de l'invitation et salutations à tous nos amis de Polynésie et Tahiti en particulier. J'ai jamais eu la chance d'y aller. Ouais, Euh, il y a très longtemps, j'ai fait un tour par Hawaï et Fidji, mais je n'ai pas eu la chance d'aller chez vous dans ce territoire qui a l'air magnifique, qui est un peu une destination de rêve, un peu pour les couples qui se marient, pour aller en voyage de noces et dont beaucoup rêvent de s'expatrier en pensant que ça va être le paradis. Je ne sais pas si c'est le paradis. En tout cas, il y a le soleil, la mer, il y a sûrement des ressources, mais il va falloir se bouger, car le jour où ça s'arrête et que le shipping qui vient d'Asie, des États-Unis ou de la métropole n'est plus là, il va falloir être autonome en énergie, surtout en nourriture, en eau. Donc, ça se travaille tout ça. oui. Et ça se travaille au niveau de l'individu et ça se travaille également au niveau évidemment, de la communauté locale, l'organisation voilà, étatique locale, hein, au niveau local. Alors, Krav Maga. Alors, en fait, je suis obligé de parler un petit peu d'arts martiaux en général. Alors, tout d'abord, pour dire que je ne suis pas un expert, je ne suis qu'un tout petit pratiquant depuis. Bon, j'ai toujours été sportif, mais les arts martiaux et moi, ça fait à peu près 12 ans que j'ai commencé, donc très tard. Puisque jeune, je faisais de la natation au niveau compétition, et puis j'ai fait du sport comme ça, comme tout un chacun. J'ai fait de l'athlétisme, mais après, étant adulte, avec le travail, j'avais moins de temps. Donc, je faisais essentiellement du VTT. J'ai continué à nager. Mais les arts martiaux, j'ai commencé très tard. Et en fait, j'ai commencé il y a donc 12-13 ans avec du système russe, donc qui est assez proche sur certains points, je crois, avec le Krav Maga, qui est très dans l'efficacité. Je dirais que 50% du travail, en fait, est sur la respiration. Ce qui est assez étonnant, c'est que sur des séances d'entraînement de 2 ou 3 heures en général par semaine, enfin, là où j'allais, il y avait des séances de 2 ou 3 heures. Et 1 heure et demie était basée sur la respiration, donc des exercices pour apprendre à se calmer, pour apprendre à savoir maîtriser son battement cardiaque. Et le reste de l'entraînement, c'était se fracasser Ouais, avec
des exercices physiques pour s'échauffer, et bien sûr. Puis ensuite, pas mal d'exercices de mise en situation, puisqu'il n'y a pas vraiment une technique. Mais par exemple, voilà, on est au sol, il y a deux personnes qui veulent vous maintenir au sol. L'objectif de l'exercice, c'est de se redresser. Mhm. Donc, donc là, il n'y a pas de technique. C'est pas comme au judo ou au karaté, on doit faire face à quelqu'un. Et là, on est dans une situation, voilà, au sol. Deux personnes veulent vous maintenir au sol, et votre défi, c'est de vous lever. C'est un exercice tout simple, mais c'est pas facile. Donc, c'est extrêmement épuisant au niveau du cardio, évidemment. Et puis, on apprend très vite des gestes qui fonctionnent et des gestes qui ne fonctionnent pas. On apprend très vite de quelle manière on peut se relever en fonction de sa morphologie. Par exemple, quelqu'un qui est plutôt grand et puissant comme moi, il a tendance à se mettre sur le ventre, de se mettre à quatre pattes, et deux personnes, elles ne me remettent pas par terre. Et une fois que je suis à quatre pattes, je mets une jambe, je relève une jambe, et ensuite je me lève. Et deux personnes ne m'arrêtent pas. C'est parce que je fais 1m85 pour 120 kg et que je suis très puissant musculairement. Et donc ma force, c'est la stabilité, ma force, c'est la puissance. En revanche, je suis moins flexible, je suis moins agile. Et par exemple, hein, et donc, une personne qui serait d'un plus petit gabarit, d'un petit poids, elle aurait tendance à se faufiler comme comme une anguille, et c'est C'est ça. de fuir et de se Ouais. relever, alors que les autres ne sont plus capables de se mettre leur poids dessus. Voilà, donc c'est un exemple. Alors, chacun trouve son moyen, chacun trouve sa voie, et la respiration, les exercices de respiration nous permettent justement de faire tout cela avec une certaine conscience et non pas purement dans le réflexe. Parce qu'on a baissé, on est capable, par la respiration, de garder notre battement par minute, notre battement cardiaque assez bas, et donc de se relever. Ensuite, les frappes, les défenses face au couteau, c'est souvent des exercices qu'on fait dans ce domaine-là. Très vite, c'est toujours très, très simple et très basique, parce que apprendre des techniques très complexes qu'on va oublier de toute façon sous adrénaline et sous combat, dans une situation d'agression par exemple, de toute façon vont être oubliés. Donc on va au plus vite. Et j'ai beaucoup flashé, j'ai beaucoup aimé cette activité, ce sport. Je ne sais pas si on peut appeler ça un art martial, mais j'ai beaucoup aimé cette approche parce que elle est à la fois instinctive, mais à la fois elle est dans la maîtrise. Alors bien sûr, il y a de la frappe, bien sûr, il y a des trucs, et souvent quand je regarde des clips vidéo sur Internet, on voit des gens faire des trucs assez exceptionnels. Je me dis, ça ne représente pas vraiment la réalité de quand on fait, puisque c'est très cardio, c'est très bourrin. Quand on frappe fort. Et puis, il y a les notions, et je vais arriver au Krav Maga, qui sont tout à fait intéressantes, de dire l'art martial de type karaté, judo, jiu-jitsu, MMA, tout ce qu'on veut, c'est excellent pour le physique, c'est excellent pour apprendre à se battre, c'est excellent pour pratiquer aussi une certaine noblesse d'affrontement, même rituel, face à quelqu'un, où avec certaines techniques et dans certaines règles, on arrive à vaincre, soit en mettant quelqu'un par terre, soit en l'immobilisant, soit pour d'autres sports dont je parlerai tout à l'heure, qui sont dans le chaos, quoi, ou dans la frappe. Et donc, c'est intéressant, mais ça a ses limites, puisque comme c'est ritualisé, on arrive pieds nus sur un tatami, dans un dojo, on se salue, on se prend. Bon. Oui, c'est excellent, et j'encourage surtout les jeunes à démarrer par ça s'ils peuvent. Mais en revanche, en cas de coup dur dans la rue, etc., si ça apporte, bien sûr, de la souplesse, de la force physique, de la maîtrise, quand il y a trois gugus qui vous prennent par derrière, dont un qui essaie de vous larder de coups de couteau, c'est sûr que le nagariwashi ou le mouvement circulaire ou tout ce qu'on veut, et en plus on voit des gens qui se disent mais pourquoi ils m'ont pas salué, je comprends pas. Non, il faut aller à du efficace et du bourrin. Et c'est vrai que ensuite j'ai hésité, hein, parce que j'ai voulu changer après avoir fait presque 8 ou 9 ans de systéma. J'ai souhaité changer. Et j'ai évalué, parce que évidemment ici à Genève, et puis je connais pas mal d'instructeurs de Krav Maga, j'ai regardé le Krav Maga. J'ai fait quelques cours aussi de self-défense. J'ai fait 1 an et demi de self-défense
qui est très proche en fait de ce que faisaient les profs de Krav Maga. Ici à Genève, on a 2 ou 3 profs, dont 2 Israéliens qui habitent ici et qui viennent directement de la source. On ne va pas aller sur l'historique de l'activité. Non, on n'est pas là pour vendre les écoles. C'est ça. Mais en tout cas, ce que j'ai trouvé très intéressant dans l'approche du Krav Maga, c'est que c'est aussi basique, c'est-à-dire qu'on a une agression, on a un problème, on essaie de le traiter vite, efficacement, et sans commencer à réfléchir trop à des techniques, des écoles, voilà. Et quand on parle d'efficacité dans une agression, l'idée de la victoire n'est pas de terrasser son adversaire. L'idée de la Non. victoire, c'est d'être sain et sauf. Donc, ça inclut 99% des cas où on est confronté à une agression, la fuite. Et donc, de dégager de l'espace et donc du temps pour pouvoir fuir. La réalité, bien sûr, en amont, et ça, on doit y travailler de toute façon avant, c'est aussi de se dire comment est-ce qu'on peut éviter d'être dans un endroit où on va être agressé et comment est-ce qu'on peut éviter l'escalade de violence lorsqu'il y a une confrontation et ensuite éventuellement amener je ne sais pas comment on dit en français, une déescalade de l'agresseur éventuel, parce que parfois l'agresseur n'a pas forcément envie d'agresser, il est dans une posture, il est dans une défense de territoire, il est dans une défense de prestige, et donc on peut très bien montrer, non pas forcément une soumission, mais en tout cas une non-agression qui va l'apaiser et qui va faire en sorte qu'il est satisfait dans ce qu'il recherche. Ensuite, il y a le prédateur qui veut votre ressource, qui dit je veux de l'argent, votre voiture, votre portefeuille, votre quelque chose. Et là, la question se pose, est-ce qu'on cède et on s'en sort vivant ou est-ce qu'on va au combat? Et puis, le plus dangereux de tous, c'est le prédateur qui est ce qu'on appelle en anglais le process predator, c'est-à-dire le prédateur qui ne s'intéresse pas à votre ressource en tant que tel, il s'en fout de votre portefeuille. Lui, ce qu'il veut, c'est votre souffrance. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, c'est rare, il en existe malheureusement. Et ça, ce sont des gens où on ne peut pas négocier. Le type qui vous dit monte dans ma voiture, il n'est pas intéressé à votre portefeuille. Le type qui vous dit maintenant tu vas me suivre, là, il faut absolument combattre. Et on voit que lorsque l'on combat dans ces cas-là, par exemple le violeur n'est pas intéressé en réalité par un orgasme sexuel lors du viol. Le violeur est intéressé par la soumission de sa victime et le sentiment de puissance qu'il en retire, qui peut ou pas, mais pas toujours, être lié à un acte sexuel en réalité. Le violeur, il veut la souffrance de la victime, tout comme le tueur sadique. Lui, ce qu'il veut, c'est la souffrance de sa victime, c'est pas du tout lui piquer sa voiture ou sa maison ou quoi que ce soit. Et donc là, on doit combattre. Et donc, comme on ne peut pas toujours savoir à qui on a affaire, qu'on peut être pris par surprise et qu'on ne peut pas toujours être habile à déescalader une menace et puis bien sûr éviter d'être au mauvais endroit au mauvais moment, parfois ça arrive, eh bien, il est d'une absolue nécessité, selon moi, de savoir combattre. Et combattre avec son corps, d'abord avec son esprit, puis ensuite avec son corps, ce sont les bases. Et ce sont des bases sans lesquelles, je crois, même des combats avec des outils plus appropriés que seraient pour ceux qui ont un port d'armes ou pour ceux qui portent une arme même sans avoir de port d'arme, parce qu'il y en a de plus en plus, eh bien, c'est très bien d'avoir un pistolet sur soi, mais il faut être dans l'esprit d'une logique et d'une santé physique et d'une capacité de mouvement qui va vous permettre d'avoir de la distance. Si 3 types vous plaquent à terre, par surprise, avoir un pistolet dans votre poche, dans votre pantalon, vous êtes plaqué à terre. Donc, comment est-ce que vous... Voilà, donc, tout ce processus est intéressant. Et donc, dans cette approche-là, le Krav Maga, j'avais trouvé intéressant. J'en ai pas fait beaucoup, j'ai fait quelques heures. J'ai fait donc 2 ans de self-défense. Et puis ensuite, je suis passé à la boxe thaï parce que j'avais envie de frapper. J'avais envie de passer à un truc où, si je ne dois pas fuir, le système bien sûr m'a appris quelques frappes, mais et des coups de pied aussi, frappes de main et de pied.
Mais là, je voulais aller sur… Et j'ai fait 2 ans et demi là, avec le confinement, ça c'est un petit peu… j'ai un petit peu arrêté, mais je fais ça chez moi, sur un punching ball, un Ouais. grand. Donc, j'arrive quand même à m'entraîner. Mais je n'ai pas de sparring partner en ce moment Mm. depuis une année. Mais en revanche, c'est vrai que taper fort et taper comme une brute, si nécessaire, surtout pour quelqu'un de ma carrure, c'est sûr que là, ça donne Oui. un pouvoir calmant. Après, c'est toujours la chose, c'est que le prédateur, quand il rentre dans un bus ou dans une rame de métro ou dans une ruelle sombre, c'est vrai qu'entre une mémé ou un type en costard cravate qui pèse 50 kilos et moi, bah, en fait, il me choisit jamais comme victime. Mais c'est normal, si je dis pas de bêtises, c'est ce qui est décrit dans le livre de Rory Miller, Face à la violence. Ce que C'est veut ça, l'agresseur, c'est la facilité. bien sûr, c'est logique. Voilà. Et le moindre risque. Et donc, c'est sûr que moi, ça m'est arrivé de passer dans des quartiers où on voit bien que les gens vous observent et vous jaugent. Mm. Ah, généralement, une fois qu'ils vous ont jaugé de la tête aux pieds, ils vous font un sourire. Enfin, moi, ils me font un sourire parce qu'ils se disent, bon, bah, toi, on ne va pas t'emmerder. Et puis moi, je ne donne pas de signaux de présence dans le quartier pour les emmerder non plus. Donc, voilà. Mais pas tout le monde est comme ça. Pas tout le monde a fait 8 ans de systéma, 2 ans de boxe taille, etc. Donc, pour les gens, et il y en a de plus en plus, c'est en train d'exploser, qui se disent, on est menacé tous les jours, on est menacé pour une question de territoire, on est menacé pour une question de dominance, et à un moment, on en a assez de baisser la tête, ce qui est une stratégie, mais on en a assez, et à un moment, on doit protéger notre ami, notre compagne, notre maison, notre gagne-pain, et donc, on doit apprendre à être efficace. Et c'est vrai que pour l'adulte, à part celui qui a une passion de l'art martial et qui veut faire, je sais pas, du kendo ou du l'aïkido ou tout ce qu'on veut, c'est très très bien. Mais celui qui veut aller à l'efficace et au rapide, eh bien, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut aller sur des choses où on apprend à frapper dur, à frapper vite et à être efficace. Donc, contrairement à d'autres, je n'ai absolument rien contre le Krav Maga. Au contraire, je trouve que c'est plutôt intéressant. T'inquiète pas, j'en ai déjà discuté avec Vol West. C'est ça, ce à quoi tu faisais allusion. Oui, oui, bon, mais après, voilà, On chacun a eu doit. un échange de messages, mais c'était pas. C'était en général, parce que si tu veux, il y a tellement à boire et à manger, des gens qui sortent des diplômes, tu sais pas d'où ils sont Bien profs, sûr, bien et sûr. tu rigoles, hein. Bien, je suppose. Ouais. Parce que comme c'est à la mode, tout le monde veut en faire, concrètement. Et tant mieux, mais ensuite, il faut trouver les professeurs. Mais c'est comme je parlais du systéma. On voit des trucs sur Internet, surtout quand on commence quand on est plus chez les Ribalco et enfin les mecs qui ont fait ça depuis toujours. Quand on commence à avoir des écoles aux États-Unis où tu vois des types faire des pirouettes par terre avec un pistolet dans la main, faire une pirouette et tout, on se dit mais c'est qui ces abrutis? C'est n'importe Oui, quoi. Donc malheureusement, bah, là où il y a de l'humain, il y a de l'improvisation, des conneries, il y a des gens voilà, on a tous été confrontés, on le fait peut-être tous parfois dans certains domaines, où on s'improvise dans des choses qu'on ne maîtrise pas vraiment. Et le problème, c'est qu'évidemment, quand on apprend aux gens à se défendre, c'est pour ça que je fais rarement d'ailleurs, j'en fais jamais des vidéos sur la défense personnelle, parce que je ne me sens pas être suffisamment un maître, je suis qu'un élève, je ne me sens pas suffisamment capable pour en parler comme pourrait en parler un vieux sage qui a fait oui. le Vietnam ou qui a été dans les commandos marines ou les SAS. Ce n'est pas mon cas. Et donc, je me garde bien d'entrer dans ce domaine. J'ai des avis. Tout comme là, maintenant, Mm. j'ai bien dit dans le préambule que je ne suis pas un expert et que je donne simplement un avis et mon expérience personnelle, mais clairement, au-delà d'encourager les gens qui nous écoutent à en faire absolument parce que ça forme le mental. Et puis surtout, j'ai oublié de le dire, parce que dans le système, les 3 quarts des affrontements ont fini par s'en prendre une, c'est que tout sport, tout comme la boxe anglaise ou la boxe thaï ou la boxe française par exemple, tout sport où on finit blessé, mais en espérant légèrement blessé évidemment, où on finit par se prendre des coups de poing, des coups de pied parfois, et notamment dans la tronche, dans la tête, ce sont des excellentes expériences parce que ça nous apprend à ne pas être sous choc lorsque ça arrive. Ça nous apprend à finalement nous donner une forme d'habitude.
C'est vrai que celui qui vous donne une claque et on a des exercices comme ça de frappe où on doit rester immobile et notre partenaire d'exercice nous frappe à Mmh. différents endroits du corps. On apprend par exemple même à être frappé au sol, comment réagir. Alors, dans ces exercices-là, on enlève les chaussures quand même parce qu'on veut éviter des lésions importantes. Mais c'est vrai que réagir à des coups dans le ventre, réagir à des gens qui vous marchent dessus, par exemple. Moi, c'est un exercice que j'adore, c'est de marcher ou de me faire marcher dessus au systéma. Et en fait, on se rend compte que c'est pas grave. En fait, notre corps est largement capable de Mmh. résister à la pression un type de 100 kilos, même 150 kilos, il peut me marcher dessus, ça me fait rien. Et donc, quand on sait, on a appris que, ah ouais, mais c'est pas grave, on n'est plus dans la peur et on n'est plus dans le mon Dieu, il va me marcher dessus, je vais être écrabouillé. Non, non, il marche dessus Ça. et je vais commencer à réagir d'une manière efficace. De la même manière que le couteau. Alors, le couteau, c'est toujours terrifiant, à juste titre, mais c'est vrai qu'on apprend lorsqu'on commence à se prendre des coups de couteau avec la pointe électrique ou même sans pointe, des couteaux en plastique dur. Eh bien, on sent quand même, on apprend très vite à ne pas vouloir. Ou alors ça, c'est une particularité russe, les coups de fouet kazakhs, on s'en prend un en général, et ensuite votre système neurologique, votre corps, il réagit 2 fois plus vite pour ne plus jamais s'en prendre. Et c'est assez rigolo de voir la vitesse de réaction entre le premier coup et le deuxième coup. Mmh. On n'a pas envie de se prendre. Et donc, tous ces coups qu'on apprend à recevoir nous habituent à ne pas être sous choc le jour où voilà, un type vient et vous fait comme il y a souvent malheureusement cette mode, je crois qu'ils appellent ça le happy slapping dans le monde anglais, où quelqu'un arrive un peu par derrière et boum, vous fait un crochet. Mmh. Souvent pas très fort parce qu'ils ne savent pas faire, mais enfin, n'empêche, vous prenez un crochet sur la nuque ou sur la figure, Ouais, ça euh, secoue. ça peut vous choquer et vous êtes par terre et vous ne comprenez pas ce qui arrive, etc. Alors que bon, c'est quelque chose qui physiologiquement peut ne pas être la fin du monde. Donc voilà. Et ensuite, on apprend à rendre. Une fois qu'on a appris à prendre, on apprend à rendre. Mmh. Et il faut rendre vite, fort et efficace. Parce qu'on n'est pas là pour se battre en 16 rounds C'est de 2 ça, minutes. On, est, on est dans la on, rue. a, on a 3-5 secondes et c'est tout. Ouais. Avec ce que. Là, je crois enfin, sauf erreur, je sais que en tout cas, j'en ai vu dans le système, il y a cette approche qui est vraiment intéressante d'utiliser les outils disponibles, enfin les objets disponibles Oui. dans l'environnement dans lequel on se trouve, que ce soit, je ne sais pas, un verre, un cendrier, certainement Chaise, ça, tout. une chaise, Ouais. pour soit frappe, soit utiliser ça comme arme Mmh. par utilisation, on appelle ça, ou, par Ouais, moi destination. j'aurais dit, détournement de l'objet, j'aurais dit Voilà. ça. Et puis de toute façon, pour créer de la distance, une chaise est un outil redoutable pour créer de la distance entre l'agresseur et vous-même. Et donc tout ça, c'est bien de l'apprendre, c'est bien de faire des exercices parce que faut-il encore bien les manipuler et pas se faire mal avec, parce que voilà, on est un peu un monde de fragiles et de gens un peu affaiblis et qui n'ont jamais été confrontés à des bagarres, alors que même ma génération était peut-être la dernière à l'école où on tolérait les bagarres Mmh. entre élèves, où enfin, quand deux garçons se bagarraient, en gros, on vous disait d'arrêter, et puis ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas de cellule psychologique pour des gamins qui se battaient pendant la récréation. Mais la génération d'avant moi, eux, c'était des bagarres parfois extrêmement violentes dans les cours de D'accord. récréation, etc. Et ça passait. Parce qu'on était dans un monde où, bon, voilà, il y avait eu la guerre, alors des gamins qui se bagarrent dans des cours de récréation, c'est pas grave. Alors qu'aujourd'hui, on n'a pas vu la guerre, on n'a rien vu. Alors quand il y a des bagarres dans les cours de récréation, c'est un drame, il faut appeler les parents. Moi, j'ai eu mon fils il y a 2 ans qui s'est fait agresser, il a fracassé la gueule de l'agresseur. Et les gens m'ont appelé en disant mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quelque chose? Je dis mais non, c'est bon. Enfin, qu'est-ce que vous Il voulez va faire? bien? Il va bien, c'est l'autre qui va mal, mais voilà, j'espère que ça lui fera une bonne leçon. Ah oui, mais bon, quand même, on peut pas dire ça. Mais si. D'ailleurs, d'ailleurs, en plus, par hasard, j'étais là, je passais en voiture, je l'ai vu sortir de l'école et je les ai vus se battre. Mmh.
Et j'ai tendu l'œil, puis j'ai vu que ça se passait bien, je suis reparti, je n'ai même pas resté. Mais si ça se passait pas bien, je serais intervenu, j'aurais fracassé moi, le mec. Donc, enfin, c'est le clan, c'est la famille. Enfin, bref, alors l'école était un peu, ils étaient un peu étonnés, mais je leur ai expliqué ça. Lui, en plus, j'ai vu l'histoire, j'ai vu, ils étaient à trois, ils sont, voilà, et puis il en a, il s'est défendu, il en a mis un par terre, et puis les autres, ils sont tous partis après. Ben voilà. Puis maintenant, il a la réputation qu'on ne le fait pas chier à l'école. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas besoin d'être une brute, il n'y a pas besoin d'être agressif. L'adaptation d'un milieu social se fait rapidement avec des hiérarchies de respect par rapport à la capacité d'amener la violence et la misère à l'autre. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on crée la paix. La paix, c'est par la Et tu force. vois, moi, juste avec le statut d'instructeur de Krav Maga, les gens ne m'approchent pas. Ben oui, tant mieux. Alors que, enfin, tu vois, je fais de l'anglaise à côté, j'ai conscience que j'ai encore du boulot, je ne suis pas le meilleur. Et rien que Oui, ça, c'est impressionnant à voir, hein. Ils sont ouais. Ben, peur presque parfois. c'est intéressant ce que tu dis là par rapport Ouais, à déjà le fait que tu fais de la boxe anglaise à côté, parce que ça te permet d'apprendre dans ton cours de Krav Maga bah, la bonne technique de frappe au point, par exemple, ou clairement ouais, j'ai un enfant qui joue. Ouais. un uppercut ou un C'est ça, crochet bah, bien fait, c'est redoutable. Ou oui. même, par exemple, moi, en fait, j'imaginais même pas que ça existait. Ça, c'est dire à quel point j'étais naïf. Mais en boxe thaï, quand il m'explique les coups de poing au foie, par exemple, Mm. au rein, je disais, ah ouais, mais c'est vrai qu'on peut, en fait. Pourquoi on Ben tape toujours oui, là? Je veux dire, quand on est en train de se c'est défendre et ça. qu'on est un peu accroupi et qu'on est penché, eh ben, que le type vous tape, vise votre tête, ben vous avez tout son torse à disposition, surtout le ventre. Donc le coup au ventre et le coup sur le côté, dans les côtes, etc. Et moi, quand je donne un coup aux côtes, je peux te dire qu'il n'y a plus de côtes hein, après. Ah, C'est cassé. Donc, enfin, je suppose, mais je vois bien la frappe quand je donne dans les sacs et quand je donne sur mes partenaires. Quand je lui en mets un bien dans la tronche, il recule, hein, il recule mm. beaucoup. Et donc, aux côtes, bah, tu les pètes. Quoi. Et ça s'arrête très vite à ce moment-là, parce que la douleur est intense, et c'est ça qu'on recherche, c'est pas d'être sur un ring et de devenir le champion du monde de poids lourd. Non, Et puis, quand on voit d'ailleurs les techniques de ces gens-là, des Mike Tyson ou d'autres, on est juste dans un respect infini de la bestialité et de enfin, du lien neurologique et musculaire de ces personnes-là, en plus de leur mental extrêmement déterminé, où on se dit, oui, heureusement que dans la rue, on ne fait pas face à Mike Tyson, parce qu'il vous bouffe. Hein. Non, ah, après avoir fracassé, il va vous manger. Mais il est devenu très gentil, visiblement. ah, c'est avec l'âge, ça s'agit. Il a appris la philosophie, c'est très bien. Ça. Mais donc, enseigner que les coups soient efficaces et ils soient rapides, et que, bah, comme un affrontement, c'est 3 à 5 secondes, l'affrontement réel. Après, il y a avant, il y a après, mais le moment de combat, il est généralement court. Bah, chaque coup compte. Et chaque coup, plus il est rapide et efficace et puissant, plus on va arrêter là le C'est souci. ça. Et le D'autant que fait d'avoir une percussion forte peut te donner les 2 secondes pour fuir. c'est Parce que le ça. gars, il va être surpris, même s'il n'a pas plus mal que ça. Et toi, tu Ouais, fuis et tu es tranquille. ça. Et ne pas oublier que souvent les agressions sont à plusieurs contre un. Oui, Et que donc le coup rapide et efficace impressionne aussi les autres, qui vont avoir ce moment mm, d'hésitation, voir ce moment de recul en disant ah, on s'est trompé, on a c'est ça. attrapé la mauvaise cible. Et ce moment d'hésitation ou de recul va vous permettre de désescaler, si c'est possible, de reculer, de vous enfuir, pour ensuite appeler les secours ou simplement vous mettre à l'abri ou en protection. Ou si vous êtes par exemple des forces de l'ordre, qui malheureusement ne sont pas tous, loin de là, pas tous formés à ces techniques-là et font des formations très sommaires, mais c'est comme le tir. Un policier aujourd'hui dans beaucoup de pays, notamment en France, en fait, il ne sait pas tirer. Oui. Il tire ses 20 cartouches par an, c'est-à-dire rien. C'est ce Mm, qu'on tire enfin, en 10 minutes ici, tous les ça. 3 jours. Donc, ça nécessite aussi cette formation physique pour éviter que, et c'est ce qui arrive malheureusement souvent aux États-Unis et de plus en plus en Europe, bah, c'est que le malfrat vous bouscule, vous mette à terre et prenne votre arme. Là, vous entrez dans un autre monde.
Et voilà, donc il y a toutes sortes. Donc il y a l'aspect environnement, il y a l'aspect psychologique, il y a l'aspect de communication verbale, et puis ce court moment où il faut être efficace et violent, il faut bien l'apprendre. Et c'est pour ça que des cours dans ce sens-là, et je crois que le Krav Maga, dans ce sens-là, doit être quelque chose d'efficace. Je sais que je me fais critiquer à chaque fois que je le dis, mais pourtant c'est vrai. Les Israéliens ne sont pas des gens qui sont dans la fioriture et la littérature. Ce sont Oui, des gens qui sont efficaces, et quand ils ont développé, finalement, en partant des cours de la défense, self-défense militaire des Américains de la Deuxième Guerre mondiale, qui avaient leurs limites, hein, mais bon, ils ont développé quelque chose de très, très, très efficace. Et ils ont formé leur force spéciale, puis toute leur armée, puis leur police, il y a beaucoup de gardes du corps qui ont véhiculé déjà dans les années 80 ces techniques. Et donc, il y a de l'historique qui marche bien. Donc voilà, je pense que c'est une très bonne activité à faire. Et puis de toute façon, c'est mieux que de rester à la maison et lire des livres de self-défense qui peuvent être très très bien, comme par exemple Protégor, oui, un excellent livre. Mais si ensuite on n'applique pas physiquement pour développer cette mémoire corporelle, mémoire musculaire, mémoire neurologique du mouvement et des frappes, il n'y a pas besoin d'apprendre 50 frappes, 3 ou 4 suffisent. Hein. Enfin, 3-4 mouvements, le mouvement de défense, j'ai toujours le même et j'en ai pas d'autre. C'est parce que c'est celui que j'ai de manière réflexe. Et ensuite, je peux éventuellement dire, mais non, mais je ne veux pas me battre, frapper, ouais. aller chercher mon arme, reculer, et je suis très rapidement dans la défense, parce que c'est un geste. Et donc, j'ai pas besoin d'en apprendre, j'ai pas besoin d'en apprendre C'est 50, ça. que celui-là. Et, et voilà. Et dans 2 ou 3 autres cas de figure, il y a aussi 1 ou 2 gestes qui fonctionnent en tout cas pour moi, pour ma carrure. Et puis voilà, auquel j'ai ajouté, en faisant de la boxe taille, 2 ou 3, je dirais 3 coups de pied, qui sont toujours les mêmes. Alors il y en a plus en boxe taille, mais moi je fais toujours les mêmes, et ça suffira, parce que c'est les 3 que je sais faire, et je sais les faire bien, et puis c'est tout. Voilà. Ouais, mais ça, c'est peut-être parce que c'est aussi les mouvements que tu répètes le plus et du coup, c'est ce qui vient naturellement. C'est ça, parce Voilà. que quand tu l'as fait 3000 fois, quand tu as fait 3000 fois, et qu'à chaque entraînement, tu le fais 50 fois, 100 fois, où tu pousses ton sac avec ton pied, Mmh. après, tu te rends compte que tu le pousses de mieux en mieux, de plus en plus haut. Ton pied, toi, tu es de plus en plus stable dans ta manière de pousser. Tu sais que ma jambe, elle est bien plus longue que le bras de l'autre abruti avec son Mmh. couteau. Donc, voilà, si je suis acculé, je suis face à un type avec un couteau, j'aurais plutôt tendance à le pousser avec un pied, plutôt que d'aller au corps à corps. C'est peut-être plus logique, hein. Voilà, parce que je sais que j'ai une longue jambe. Et encore, c'est pas une si longue jambe que ça. Enfin, je fais pas 1m90, je fais 1m85. Mais j'ai appris à faire ça, et après, c'est un réflexe. Et dans cette condition particulière, il y aura que ça qui me vient à l'esprit. Et à moins que il y ait un bâton par terre, à moins que j'ai une arme, à moins que, à moins que. Après, il y a tellement de situations possibles que ça devient de l'adaptation. Mais l'idée, c'est ça, c'est que si on est Ouais. acculé contre un mur face à un type qui a un couteau, ben moi, je ne vais pas aller avec les mains. Par exemple, j'ai appris à taper avec les pieds à distance, et potentiellement, je me fais découper le mollet. Mais bon, C'est moins grave. c'est moins grave que les Ouais. mains, les avant-bras, ou le haut du corps. Donc, Mmh. voilà. Et après, ça devient un réflexe, effectivement, par la répétition. Mmh. Et, et puis, en plus, ensuite, il y a tout un autre élément, mais qui est un autre sujet, qui est celui d'expliquer au juge qui a accès aux vidéosurveillances, qui ont vu toute la scène, de lui expliquer, mais regardez, j'ai levé les mains, c'est un signe de Essayer paix, de désamorcer. j'essaie de désamorcer,
Et quand il m'a agressé, je ne l'ai pas frappé pour lui faire mal, je lui ai donné un coup de pied pour le garder à distance, monsieur le juge. Après, il est mort, j'y peux rien. Ouais. Mais vous voyez bien que c'est lui qui a agressé. J'ai des témoins et quand je levais la main, j'ai pas dit je vais te crever, sale petit enculé. J'ai levé les mains en disant je ne veux pas me battre. Et les témoins, on l'a entendu. Ouais. Donc, Là, on est complètement ça, dans c'est l'autre, l'aspect tactique, hein. c'est l'aspect Ouais. tactico-juridique qu'il ne faut pas négliger dans le monde d'aujourd'hui parce qu'il y a un après-combat qui est souvent là. Parce que justement, caméra de surveillance, témoins, Oui. voilà, on n'est plus on n'est pas forcément dans le monde de l'arrière-cour sombre, dans Non, et tu vois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, que ce soit les juges ou les gens en général n'aiment pas quand on se défend, pardon. Pour eux, c'est pas normal. Mhm, À un moment mhm. donné, tu vas pas te laisser planter, quoi. Ben non, bien sûr. Non, mais Même pas. après, le juge et tout ça, c'est un moindre mal par rapport à une hospitalisation lourde, par Oui, rapport à une mort ou par rapport à une destruction de votre intégrité corporelle diverse et variée, surtout pour les femmes qui la mmh, subissent. Donc, mais il faut aussi, il y a tout un élément de gestion du post-combat et du dénouement policio-judiciaire qu'il faut prendre en compte et qui aujourd'hui existe. Il y a des livres, par exemple, j'encourage les gens à lire, s'ils lisent l'anglais, les ouvrages d'un Américain qui s'appelle Massad Ayoub. J'ai fait une interview, tout d'un coup le nom d'accord. m'échappe. C'est un Américain d'origine syrienne, enfin de vieille famille américaine quand même, et qui est un excellent formateur au tir, mais surtout aux conséquences du combat qui ont des conséquences légales et qui, en réalité, à part des petites particularités qui changent d'un pays à l'autre, d'un État à l'autre, en réalité sont très simples. C'est-à-dire que la légitime défense, elle est assez simple à démontrer ou pas, mais elle est basée sur des critères très très simples. Et ensuite, il faut faire en sorte d'expliquer que nos gestes rentrent dans les critères de cette légitime défense. Et c'est tout à fait faux de dire que, par exemple, j'entends souvent des gens qui disent oui, de toute façon, en France notamment, on ne Mmh, peut pas se défendre. Non, on peut se défendre puisque c'est prévu par la loi. Il faut simplement savoir quoi dire, savoir quoi faire, savoir quoi dire après. Quand la police arrive et que vous avez neutralisé votre agresseur, vous n'allez pas dire à la police, ouais, vous avez vu, je l'ai bien eu, cet enculé, bien fait pour sa gueule. Ça, mmh, c'est pas bon. En revanche, dire, je suis sous choc, j'ai peur, je demande à être hospitalisé ou je demande d'avoir un médecin et je n'ai rien à dire, ça vous mmh. donne 24 heures pour que votre adrénaline sorte de votre système nerveux et que vous vous souveniez de manière cohérente de ce qui s'est passé et que vous puissiez ensuite expliquer de manière cohérente ce que vous avez fait sans en rajouter et sans avoir envie d'expliquer à tout le monde que c'est bien fait pour ce gros con d'avoir fini par terre la nuque brisée. Non, 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 non. Vous allez voir un médecin et ensuite vous réfléchissez à ce que vous racontez et souvent, ce sera la police qui viendra vous dire ce qui s'est passé. Parce qu'ils disent, ah, on a vu la caméra de surveillance, voilà ce qui s'est passé, mais pourquoi vous avez fait ci, pourquoi vous avez fait ça et à ce moment-là, il faut savoir dire, j'ai eu peur pour ma vie, j'ai senti l'agresseur déterminé à me faire beaucoup de mal, j'ai vu dans ses yeux la volonté de meurtre, j'ai eu peur, j'ai été terrifié, je me suis battu, je me souviens pas très bien de ce que j'ai fait parce que ça allait Mmh. très vite, et je voulais pas lui faire du mal, mais je voulais me défendre. Tu dis ça, tu sors. Tu n'as Ouais. aucune inculpation possible, à moins Alors je vais évidemment le que noter parce ce que soit la... j'essaie de leur apprendre des phrases toutes faites Mais oui, comme, «Je sais pas ouais, ce qui s'est passé, j'ai levé les bras, il est tombé». Voilà, non, parce qu'en et plus, si le c'est pas juge mal. ou le procureur, parce qu'en fait, ensuite, il y a toute une technique, c'est qu'il y a un procureur qui est censé qui est censé instruire est-ce qu'on va prendre ce Gus qui s'est défendu et l'amener devant un juge ou pas. Et ce procureur, il n'a pas de temps à perdre. Lui, il est Mmh. là pour gagner des procès, pas pour faire du nombre, du chiffre. Lui, il veut. Donc, s'il voit que votre déposition, si dans votre déposition, il y a écrit sale enculé de, je ne dirais pas le terme, je t'ai bien eu, là, il va se dire, ah, on va cumuler le mec Ouais, agressif
racisme. Alors, à ce moment-là, ils vont aller voir ton Facebook, ils vont aller voir Ah, tes réseaux sociaux, et toutes les conneries que tu as pu mettre dessus, ils vont les utiliser contre toi. Si en revanche, tu dis, j'ai eu peur, je suis allé, alors, 24 heures après avoir vu un médecin, la police ne peut pas vous interroger si vous demandez un médecin. Vous êtes sous choc, ils sont obligés. Donc, votre déposition, elle est calme, elle dit voilà, la personne s'est approchée, elle avait les yeux méchants, injecté de sang, il m'a, voilà, j'ai eu peur, il m'a tapé, mm, regardez, moi j'ai fait que me descendre, j'ai levé les mains, il est tombé, voilà. Le type, il va se dire bon, on classe, on va même pas instruire ça, c'est fini. Donc il faut bien réfléchir aux mécanismes mm. et d'ailleurs, c'est la réalité. La plupart des cas d'autodéfense, ils ne sont pas instruits du tout. Ils sont lâchés. Alors évidemment, on entend parler dans les journaux des cas les plus. On en a un récemment, par exemple, je donnerai l'exemple ici à Genève. Alors, ce n'est pas vraiment du combat physique, mais on a un vigile privé dans une bijouterie. La bijouterie se fait agresser par deux personnes à main armée. Donc, ils arrivent avec deux pistolets, ils braquent la bijouterie. Je ne sais pas s'ils ont réussi à prendre des bijoux ou quoi, mais en tout cas, ça ne s'est pas bien passé. Ils sont partis en courant. Le vigile sort, les poursuit, sort son arme, leur tire dessus, de dos, les rate en plus, et tout ça dans une foule, enfin tout ça dans une rue avec des passants. Donc là, le vigile, il va finir en prison, hein, parce que il n'y a plus de légitime Oui, défense, il y a mise en danger d'autrui. S'il a de la chance, il perce juste son mon droit boulot. Ouais. d'être Ouais. vigile armé. Mais là, c'est une faute professionnelle, par exemple. Alors, je suis de tout cœur avec lui, face à deux petits enculés qui méritent la mort pour ne serait-ce qu'avoir imaginé d'utiliser de la violence Mm. pour un méfait. Mais enfin, c'est pas moi qui décide la loi. Et lui, en revanche, a mis en danger des innocents dans la rue. Donc, ça ne va pas du tout. Et donc, évidemment, ça va passer dans la presse. Et après, les gens ils disent, bah, voilà, il s'est défendu et il a été condamné. Oui, mais non. Là, il n'était plus dans la défense. Il était largement plus dans la légitime défense. Alors, toute comparaison n'est pas la même. Alors, évidemment, dans le combat à main nue, c'est évidemment moins risqué de toucher des innocents. Mais il y a aussi l'exemple classique de voilà, deux personnes, un homme et une femme qui se déchirent dans la rue. Est-ce que vous intervenez ou pas, en sachant qu'un scénario possible, ce sont deux amoureux qui sont en Ça. conflit et c'est arrivé, et ça arrive même à la police quand ils interviennent dans des conflits conjugaux, dans des querelles conjugales, où en fait, même si le type était en train de fracasser la tronche à la fille, si vous intervenez, euh, peut-être que vous allez découvrir que la fille, elle commence à s'acharner contre vous pour Oui, défendre son amoureux, et que lorsque la police arrive, ils vont témoigner que c'est vous qui les avez agressés. tout à fait. Dérangé dans un argument parfaitement pacifique, alors que voilà. Et donc, il faut faire très très attention à où vous êtes, qu'est-ce que vous voulez faire. Nous sommes dans un monde où il y a encore des téléphones portables pour appeler la police. C'est pas un outil anodin, c'est un outil à utiliser et à bien réfléchir dans quoi vous vous immiscez. Est-ce que c'est Mm. votre problème que ce type déchire une fille que vous ne connaissez pas? Oui, non, je ne vous dis pas que, mais il n'y a pas de réponse absolue. Non. Il faut très bien Et que vous entriez dans un monde de problèmes pour rien. Donc faites attention. c'est ça. Toujours réfléchir à ce qui se passe. Essayer de comprendre son environnement. Tout à fait. Et après, bah, c'est là où viennent alors après, même si c'est simple, je trouve que c'est même très intello. Il y a les OODA loops, les observer, orienter, décider et agir. Mm. Bon, la réalité, c'est qu'on n'a pas souvent le temps mais c'est un mécanisme qu'on doit rendre instinctif, bien sûr. Parce que personne n'a le temps de se dire, ah, il m'a donné un coup de poing. Bon, j'observe, j'oriente. Non, là, vous en avez déjà pris 5. Non, là, il Et faut être dans l'action, tout de c'est suite. ça, c'est Et ça. OK. Mais c'est un monde fascinant. Et encore une fois, je crois que tous les jeunes et moins jeunes, et y compris jeunes femmes et femmes âgées qui parfois se disent, ah, mais non, c'est pas pour moi, détrompez-vous, mettez-vous-y parce que ça vous donne une assurance, Mm.
une mentalité, d'autant plus que nous sommes malheureusement dans un monde où le cinéma nous montre, notamment pour les femmes, des femmes qui combattent de manière totalement impossible, où on voit une femme de 55 kilos qui donne un coup de pied circulaire à un type, et on voit le type gicler. Moi, quand je demande à ma copine qui fait 49 kilos de me donner parce que je la forme évidemment, pour rigoler, je lui dis, vas-y, donne-moi un coup de pied circulaire. Où je fais ça avec mes filles. L'autre jour, j'avais mes filles qui sont toutes petites, elles sont jeunes, elles ont 12 ans et 10 ans. Et je lui dis, vas-y, donne-moi un coup de pied de toutes tes forces. Et après, tu dis, de combien de millimètres j'ai bougé? Ils me disent, aucun. Je dis, bah ouais. Donc, tu vois, quand tu fais face à un agresseur qui fait 100 kilos, tu lui crèves les yeux et tu fuis. Tu ne commences pas à te battre. Tu ne commences pas à lui dire, monsieur, laissez-moi tranquille. Tu sors ta gazeuse, tu donnes un coup de parapluie et tu fuis, tu cours le plus vite possible si nécessaire. Mais donc, même si tu as fait des cours de Krav Maga, même si tu as 10 ans de Krav Maga derrière toi, tu t'en vas vite parce que le type de 100 kilos, il a une puissance cinétique et de masse qui gère la physique, la loi de la physique avec un grand L et un grand P. C'est très difficile de lutter contre. Et malheureusement, dans ces séries télé, dans ces films de super-héros, machin, ou même on voit une agent secret alors oui, alors elle est entraînée et tout, elle donne un coup de pied à un type qui fait 3 fois son poids, et le mec il gicle. Mais non, 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 ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Et quand on s'y met dans un dojo ou dans une salle d'entraînement, en faisant du Krav, du Systema ou tout ce qu'on veut, alors la boxe, c'est plus compliqué de mettre sur un ring un mec de 150 kilos et une nana de 50. Mais enfin, quand on est quand même confronté à la réalité, et ça c'était extraordinaire quand on faisait du Systema, on avait une jeune femme flic qui venait, par exemple, et quand c'était mon tour de lui faire une clé de bras où il y a des exercices où on doit lutter au sol, par exemple, elle passait un mauvais moment. Hein. Tout flic qu'elle était, tout entraîné qu'elle était. D'ailleurs, à un moment, malheureusement, si elle nous regarde, je la salue, mais à un moment, je lui ai pété un orteil sans faire exprès. Mais je ne vais même pas marcher dessus, c'est en la déplaçant, elle a pété son orteil. Et donc, parce que ma puissance Mais sur une à femme. un moment donné, tu as un écart de poids, tu ne peux pas lutter. C'est Même ça. moi, je levais avec mon sparring partner, il fait 110 kilos, il était, je crois, semi-pro en anglaise. Je prends des leçons avec lui. Non, mais c'est sûr. Donné, Et à l'inverse, moi, j'ai dû lutter contre des mecs bien plus grands et plus gros que moi. Des types qui font 1m90 pour 130 kilos. Les 10 kilos de différence et les 10 cm de plus, tout d'un coup, tu te dis, ah, là, je ne vais pas y aller comme un bourrin avec de la force. Là, il va falloir que j'utilise un peu de ruse ou un peu de technique ou alors je vais taper dans les parties molles du bas du corps. Parce que là, y aller comme un fou pour le mettre par terre et de l'étrangler au sol, ça va pas être aussi facile. Pas. Non, puis on voit bien, on s'agrippe au type. Ouais. Là, il devrait tomber, mais il tombe pas. Ouais. Et alors, on lui fait une clé, on essaie de le déstabiliser avec en lui mettant le pied derrière la jambe, de le pousser, etc. Il ne bouge pas. Alors on se dit merde, il faut donc faut s'adapter, bien sûr, et c'est en faisant ces entraînements qu'on apprend. Et puis, de toute façon, au bout d'un moment, je voyais très bien avec notre instructeur, qui lui était une bête physique, évidemment. Quand on est au sol et que ça dure trop longtemps, tu vois que tu es en train de grappler le type en bas. Alors, contrairement au MMA où tu peux rester au sol longtemps et tu essayes ou même dans le jiu-jitsu, qui est un excellent sport, moi, j'en ai pas fait, mais j'ai eu des partenaires de sparring comme ça qui en ont fait, etc. Et tu es au sol et tu essaies de le choper, de lui tordre le bras, de te positionner mieux par-dessus. En fait, le prof, quand tu lui dis, bon, ben là, ça fait 2 minutes que vous êtes en train de faire une sorte d'accouplement bizarre par terre, au bout d'un moment, il y en a un qui sort son couteau ou qui sort son flingue, s'il en a. Donc, il faut il faut jamais oublier l'idée, c'est que qu'est-ce que tu es en train d'essayer de faire? Tu es en train de neutraliser quelqu'un vite, ou alors tu es en train de faire du sport. Parce que si c'est faire du sport et qu'en face, tu as un type qui est. Au bout d'un moment, lui, il n'est plus là pour faire du sport. Et même l'agresseur, il peut avoir peur. Et ensuite, il devient là où il voulait juste ton portefeuille. Et si ça part en combat, après, s'il a peur, il va peut-être en vouloir à ta vie
parce qu'il veut se dégager et fuir, parce que c'est lui qui a peur. Donc, il faut faire très attention à éviter. C'est pour ça que quand les gens me disent, voilà, il faut mettre l'honneur, c'est important, etc. Ah, ouais, dans un monde Ouais, où, je sais pas, quand on était chevalier, parce que le chevalier ouais. avec son armure et son épée face à des paysans avec des fourches, il pouvait parler d'honneur. Mais là, on est dans la rue, dans un bar, dans une boîte de nuit. C'est plus du un contre un comme avant où voilà, ça se réglait, je veux dire honnêtement. Une fois que le mec était à terre, bah, on s'acharnait pas. Non, non, et je Non, pense c'est qu'il y a un fini. moment où il faut être dans le pragmatisme et garder ces notions pour d'autres domaines qui sont des domaines voilà, moins sales. Et, et là, je viens de terminer une formation avec des amis sur les soins, les premiers soins face à des traumatismes couteau et par balle. Je pense une bonne séance de diapositives de coupure de couteau calme assez vite les gens qui veulent rester pour l'honneur sur un champ de bataille urbain. Rien que du sang, hein. Voilà, déjà, mais quand on Du- voit les coupures de couteau et et c'est très fréquent, mais y compris en Suisse et partout, tu vois les photos de l'hôpital où tu as des types, et les types, c'est pas juste une coupure, ils en ont 16 ou 25. Et c'est des coupures où ça saigne beaucoup, C'est c'est dégueulasse. monstrueux. Ah oui. Et puis pour C'est peu que pas ce à soit dans le l'homme. bas du ventre, t'as toutes les viscères qui commencent à sortir, quoi. C'est Ouais, ouais, ouais. Et donc là, ça calme très très vite. Et donc, faut expliquer aux gens, voilà, l'objectif, c'est de se maintenir en vie et en intégrité corporelle au maximum. Mm. Ce n'est pas de vaincre, ce n'est pas de gagner de l'honneur, c'est pas de dire, ouais, moi, faut, Ouais. ça, c'est pour un autre moment. Tu C'est vois, pas moi je pour. leur dis toujours, nous on n'a pas le même mental que les Africains. Tu vois, le mec, chez lui, tu peux y trancher le ventre, il va ramasser ses viscères dans les bras, il va faire 10 bornes sous le soleil pour aller se faire recoudre chez un vétérinaire. Toi, tu vois du sang, tu tombes en PLS, quoi. Parce qu'on n'est Et plus puis, habitué, on n'a pas une vie qui est aussi dure. ouais, C'est luxueux. ouais. Tu appelles les pompiers, ils arrivent, tu vas à l'hôpital, facile. Ouais, après, ça s'entraîne aussi. C'est vrai que Et mais c'est en dehors du cadre souvent de la pratique des arts martiaux. Mais c'est vrai que ça pratique aussi. Et puis, Et bon, j'essaye de les éduquer à ça, de leur dire attention, déjà tu vas avoir mal, ça va pisser le sang, si tu n'as jamais vu ça, bon courage, tu vois. Moi j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir fait 10 ans de secourisme. voilà, on À voit des 16 trucs. ans, j'ai fait mon premier massage cardiaque, je peux te dire que ça fait drôle, hein. Ouais, ouais, bien sûr, moi je suis passé par là. J'ai des baignets dans le sang déjà une ou deux fois, Non, mais c'est c'est d'ailleurs formateur, hein. être volontaire dans des ambulances ou dans le secourisme, c'est C'est- une excellente, ou dans les pompiers, être pompier volontaire ou comme ça, c'est un excellent moyen d'avoir des compétences, mais aussi de ouais. voir. Là, on en discutait l'autre jour, parce que j'avais assisté il y a quelques années à un motard coupé en deux sur une on appelle ça, les trucs de sécurité sur L'autoroute, l'autoroute. ouais, une rambarde de sécurité. Il est tombé, il a continué, l'inertie, il s'est pris la glissière, enfin au niveau du Mm. pilier. Le pilier, il est plutôt fin, et à 100 km/h, ça te coupe en deux. Faut pas te battre, hein. Alors, toi, tu arrives en voiture à côté, tu t'arrêtes, parce que de toute façon, la moto est entre le chemin. Monsieur, ça. Ouais, non, ça va pas. Serrez-moi Tu la jettes main, clignez tes yeux. tu fais ton checklist dans ta Euh, tête. Est-ce qu'il respire? Est-ce que le battement du cœur? Est-ce que tu le mets en PLS? Non, ça sert à non, rien. Là, c'est ça. séparation du corps en plusieurs parties. Ouais. Voilà, mais c'est vrai que quand tu vois ça, moi, il se trouve qu'effectivement, j'ai fait aussi des stages dans des ambulances, ou comme toi, des massages Mm. cardiaques, j'en ai fait, des machins, tout ça. Tu vois des trucs un peu, puis même des choses qui sont avec moins d'hémoglobine, mais qui sont des réalités, comme par exemple la détresse sociale des gens Oui. qui appellent les secours parce qu'ils sont complètement sous drogue, ou complètement pétés, ou complètement dans le délire. Parce qu'il y a des fous, des gens qui sont voilà, dans du délire, et toi tu dois intervenir et tu sais pas trop par où tu en manges le truc, parce que
la personne, elle n'est pas forcément agressive, mais elle est juste incohérente. Et toi, tu fais quoi? Tu dis, est-ce que c'est mon job de... Mm. Alors, est-ce qu'elle est en danger pour elle, pour les autres? Non, bon. Mais c'est vrai que pour s'entraîner à ça, bah, tu vas sur Internet, tu as des sites avec tout ce qu'il faut, hein, pour voir bah, qu'est-ce que c'est qu'une blessure par balle, qu'est-ce que c'est qu'une blessure par couteau, qu'est-ce que c'est qu'un mec qui se fait écrabouiller par un camion, qu'est-ce que c'est qu'un type qui se prend un tracteur, qu'est-ce que c'est qu'un type qui est, voilà, dont les parties du corps ont été séparées par une procédure malencontreuse d'utilisation de machines-outils ou de véhicules à moteur. Et là, on a du respect face à la physique. C'est-à-dire qu'une voiture d'une tonne à 80 km/h, tu ne l'arrêtes pas. Une moissonneuse-batteuse qui te passe dessus, Du prix. voilà, ça se passe très vite, etc. Et malheureusement, enfin, heureusement que c'est documenté, qu'il y a tout ça, tu trouves tout ça en ligne. Voilà, l'accident de voiture, un mec qui est plié en deux sous un camion, tu dis, ah oui, il y a des positions qui ne sont pas naturelles pour le corps humain. Et quand elles arrivent, quand tu as une fracture multiple du bassin avec éclatement des os, etc., qui perce les organes internes, etc., avec des hémorragies massives, bah, oui, tu meurs. Alors ça, c'est autre chose que le Covid, c'est autre chose que des toussements. Mais Mm. voilà, et donc, on est quelque part, heureusement que nous ne sommes plus confrontés à ça, parce qu'aujourd'hui, ce genre d'accidents, ce sont des accidents très marginaux. Heureusement, enfin, les accidents de la route, c'est quelques milliers de morts par an dans un pays comme la France. C'est, je crois, 5000 morts. Je sais C'est pas, mais souvent c'est pas énorme, hein, parce que pas énorme. C'est ça des coups baisse du tous les ans. destin. Oui, et puis heureusement, que les voitures sont beaucoup plus Autorisé. aisées, etc. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des paraplégiques pendant une période de ma vie, à titre bénévole. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir ben, c'est accident de moto, accident de moto, accident de moto, ah, chute, accident de moto, tentative de suicide ratée, accident de moto, accident de moto. Bon, donc on a compris que la moto, bah, ça comporte un risque, mais sinon, Ouais. c'est rare. Donc on n'est plus habitué à ce genre de violence. On va plus pour l'instant dans les guerres, dans les tranchées où on se prend des obus et on finit à moitié empalé sur du fil barbelé. Tant mieux, tant mieux. Mm. Mais si on veut s'endurcir, si on veut faire face à des, effectivement, s'habituer à la vue du sang, etc. Bah, en thérapie, en termes thérapeutiques, ça s'appelle la thérapie de l'exposition, Mhm. où petit à petit, bah, on apprend, et c'est une thérapie qui est utilisée pour soigner d'ailleurs les phobies, qui marche très bien. Moi, par exemple, je suis phobique des serpents, pas à un niveau, puis de toute façon, je ne vis pas dans un environnement où il y a des serpents, mais je n'aime pas ces sales bêtes qui te piquent, Ouais, je comprends. qui te mordent et qui te foutent du venin dans la gueule. Mais aujourd'hui, je suis passé du stade, à force de regarder des images de serpents et d'aller voir des serpents dans des vivariums, où le serpent, j'aurais toujours une crainte, une saine crainte, mais s'il devait me mordre, je ne serais pas en train de hurler et d'essayer de grimper sur une table. Le serpent, je vais l'arracher, le bouffer, quoi. Mm. Parce que j'ai transformé ma peur dans de la haine. Bon, c'est une manière de faire, mais c'est par l'exposition. C'est Ouais. pas un truc qui se fait en 2 minutes. Et voilà, j'ai pas d'autres phobies, donc ça tombe bien. Mais donc les gens qui ont des phobies, et pour tout ça, pour revenir au fait que voilà, un art martial ou une pratique de combat où tu vas te prendre des coups, et même parfois tu vas saigner, tu vas te prendre un coup sur le nez, tu te retrouves par terre, et ben, tu vas saigner du nez, tu vas pisser Ouais. du sang. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça, ben, ils vont trouver ça impressionnant parce qu'il peut y avoir des gros Mm. saignements. Ou ça nous est arrivé, des gens qui tombent, une petite coupure au niveau du derme occipital. Enfin, voilà, il y a énormément de capillaires étonnamment sur la tête. Une petite coupure, ça pisse le sang de manière incroyable, et alors qu'il n'y a rien du tout. Mm. Et donc, ben, on s'habitue aussi de cette manière-là. Et après, si vous êtes père de famille, vous assistez à l'accouchement de vos enfants, c'est déjà un Mm. truc qui vous apprendra des choses, etc. Donc ne jamais perdre l'opportunité de vous confronter à la réalité. Si vous êtes chasseur, découpez vos animaux vous-même, ou en tout cas participez avec le Mm. boucher, si c'est la loi qui oblige que ce soit la boucherie qui le fasse. Plus vous vous exposez, et il n'y a pas besoin d'avoir une approche morbide, Oh. mais plus on s'expose bah, à la réalité, y compris à la violence, etc., plus on se maîtrise. Et d'ailleurs, et peut-être c'est peut-être l'élément de conclusion,
La grande utilité de pratiquer des arts martiaux, c'est que ça vous rend très pacifique. Mm. Ça ne vous rend pas non violent, bien au contraire, ça vous permet de maîtriser votre potentiel de violence, de le découvrir et de le maîtriser, justement parce qu'ainsi, vous n'allez pas l'utiliser et vous n'allez pas aller rechercher une violence que vous ne pouvez pas maîtriser face à d'autres, par exemple. Oui. Et c'est pour ça qu'on encourage, d'ailleurs c'est peut-être l'excellente et seule bonne chose qui a été faite dans beaucoup de quartiers sensibles, et c'est contre-intuitif, parce que beaucoup de gens qui disent ah, on les entraîne à faire des arts martiaux, donc ils deviennent plus, plus méchants. J'ai jamais vu un contre-exemple. J'ai toujours vu des gens relativement apaisés et qui, par la souffrance et le travail constant sur leur corps et de devoir frapper, se faire frapper, et ainsi de suite, par la discipline et la rigueur que ça nécessite, au fond, les gens, ils apprennent très vite cette maîtrise. Et comme l'exemple de mon gamin, il ne s'est jamais plus rebattu. Parce Mm. que maintenant, en plus, il a pris de la musculature, je lui ai appris 2, 3 trucs. Ses camarades de classe, ils savent qu'il est potentiellement. Oui, que c'est pas une victime. Voilà, c'est pas une victime, mais il n'a pas l'air d'une victime du tout. Donc, Voilà. c'est bon, j'ai fait mon job. Et donc, voilà, on agresse les faibles, pas les forts. C'est une C'est des lois ça. de la nature. Et le lion, il va bouffer la gazelle qui est la plus Mm. vieille ou la plus lente, pas la plus forte, et celle qui a des cornes les plus agiles et aiguisées ou qui donne les coups de sabot les plus puissants. Il va prendre les vieux. Et c'est ainsi que fonctionne la nature. Et donc, se confronter à cela par l'entraînement, par l'art martial, par effectivement, pourquoi pas par le Krav Maga, c'est très bien. Alors, pour la dernière partie de la première partie, Okay. euh, autre sujet. Alors, comme je te disais tout à l'heure, moi, je me suis réconcilié avec la lecture, notamment par le biais de mon instructeur de Krav Maga qui me file des listes de lecture plus toi. Je suis tes conseils de lecture religieusement. Ah, Voilà. si. Actuellement, je suis dans Nietzsche, Ainsi parlait Zarathustra. Du bonheur. Ouais, c'est intéressant. Hein. Enfin, j'ai surligné un passage où il parle de l'État, c'est exactement Le ce qu'on plus vit froid, aujourd'hui. le monstre froid. Tu dois C'est l'avoir. ça. Regarde, je l'ai là, je l'avais préparé. La lecture du soir. Mais c'est sûr, ouais, bien sûr. Il te dit, l'État, c'est ainsi que s'appelle le plus froid des monstres froids. Il ment froidement, et le mensonge que voici sort de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. C'est ce que tu entends dans les discours de Macron. Oui, et je sais ce qui est bon pour vous, et je suis là pour vous, et je suis là pour vous protéger. Tu parles. Et il m'a Mensonge. bluffé parce que ça n'a pas été écrit hier, quoi. Non, c'est en C'est un visionnaire. 1896, je crois, Ouais. sauf erreur, 97, par là. Et donc, pour moi, si tu veux, le fait de lire, ça va faire travailler le muscle qui est le plus important, qui est le cerveau au final. Parce que tu as beau faire du sport, tu as beau t'entraîner, mais si tu n'as rien dans la tête, pas de finalité. Exact. Et je voulais savoir ce que tu en pensais. Les grands guerriers sont des grands intellectuels. D'accord. Toujours, et c'est vrai dans l'histoire. Les chevaliers européens étaient encouragés à lire, à écrire, à composer des poèmes. Comme par hasard, les samouraïs faisaient pareil, Mm. c'était des grands poètes. Ils avaient bien sûr un entraînement militaire et aux armes très, très poussées, par définition. C'était évident dans leur famille que chaque enfant de samouraï allait devenir lui-même un samouraï, bien sûr. Mais ils avaient des cours de calligraphie, de poésie, parce que ça fait partie de la maîtrise du cerveau. Et souvent, on a des récits, par exemple, dans le Hakagure, euh, où on voit l'autre, je sais pas le Hakagure auquel je pense, c'est je, celui où on raconte l'histoire de Miyamoto Musashi, je crois. Où, en fait, on voit que les types, à tout moment, ils sont prêts à mourir. Mm. Donc, en fait, on apprend par l'intellect, par la philosophie, à accepter la mort comme étant de toute façon un dénouement inévitable, mais aussi la mort au combat comme étant quelque chose auquel il faut être prêt à tout moment dans la vie.
ce qui est une philosophie très saine en réalité, parce qu'elle nous permet de mieux apprécier la vie, ce qui est agréable dans la vie, et elle nous permet aussi de discerner ce qui est une perte de temps de ce qui est utile. Et depuis de nombreuses années, alors j'en parlerai dans mon prochain livre, mais j'en ai jamais parlé, parce que les gens me disent toujours, tu nous parles jamais de spiritualité, etc. Je dis, oui, mais je peux pas tout dire en un bouquin. Et puis moi-même, Ce j'ai serait besoin, imbuvable. d'une part, et puis ce serait une encyclopédie, et puis d'autre part, il faut trouver le bon moment et le bon moment. Et je pense que maintenant qu'on est on commence à entrer dans la phase paroxystique de l'effondrement, à mon avis. Dans ces 2 prochaines années, on va aller dans du chaud. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faut que j'apprenne aux gens à mourir. Donc, dans mon prochain bouquin, qui sera sur la peur, notamment, il y aura un chapitre sur la mort et sur le fait de. Bon, alors ce sera évidemment modeste parce que ce n'est qu'un livre et que ce n'est qu'un chapitre. Mais en gros, je vais expliquer aux gens dans ce chapitre, entre autres, il y aura d'autres éléments, que nous devons tous apprendre à mourir. Nous devons tous apprendre à accepter d'abord qu'on va mourir de toute façon, mais qu'on va peut-être mourir au combat, et que c'est une approche extrêmement intellectuelle. Ce n'est pas juste. Alors, on peut aussi se dire, un peu comme le vieux vétéran de guerre qui a fait 50 campagnes en tant que mercenaire ou autre. Bon, lui, il est habitué, il a vu la mort de ses camarades, il sait que un jour ou l'autre, il y aura une balle pour lui. Voilà, il a cette habitude. Mais pour d'autres, c'est aussi cette approche intellectuelle en se disant, au fond, euh, il y a un moment où notre heure arrive. Et peut-être pas, mais en tout cas, on peut se dire, voilà, il se peut que maintenant mon heure est arrivée, et donc je dois finalement mourir avec une certaine forme de dignité. Et donc, je parlais de ça parce que dans ce livre où on a ce personnage, ce samouraï Musashi, qui, tout le long du livre, n'arrête pas de composer des poèmes, des haïkus, des petits textes qui sont assez recherchés, soit à l'attention de gens qu'il aime, de ses maîtres, de ses amours, ou soit simplement pour lui-même et pour la postérité, avec parfois de l'humour, parfois de l'ironie. Et parce que voilà, le guerrier est aussi un poète, est aussi un intellectuel. Et c'est peut-être le monde d'après-guerre, le monde post-1968, qui nous a fait croire que les soldats, les guerriers, c'est des abrutis. Mm. En réalité, le vrai guerrier, hein, je ne parle pas du fantassin recru qui est envoyé comme chair à canon dans les guerres modernes, mais le vrai combattant, que ce soit un général Patton ou un Rommel, parce qu'il faut voir que c'est un Ernst Junger, ou même par exemple un Tolstoï qui a participé à la guerre, etc. C'est des gens, ou même Platon, quand on voit les philosophes grecs, en fait, au détour de certaines lignes de ce qui est écrit de leur part ou de leurs disciples, en fait, on se rend compte que les types, ils ont fait des batailles, ils étaient avec leurs lances et leurs boucliers dans leur jeunesse. Enfin, c'est des types qui ont vu des choses. C'était pas juste des penseurs à la Sorbonne qui se trituraient la nouille pour raconter des conneries. C'était vraiment des gens qui avaient vu le monde et qui avaient vu le combat et qui avaient senti, parce que en plus à cette époque, aujourd'hui avec les armes modernes, c'est un petit peu plus distant. Mm. Mais c'est vrai que lorsqu'on voit la couleur des yeux de l'ennemi, quand on sent sa respiration, voir qu'on goûte dans notre bouche son sang lorsqu'il gicle parce qu'on l'a découpé à l'épée, ben, ça fait un effet sur notre mental, et cet effet, on doit le travailler d'un point de vue intellectuel. Parce que justement, on n'est pas juste un animal qui tue pour manger, on a aussi, et certainement pas des êtres humains, on a ce côté, soit on doit comprendre que c'est comme ça et c'est inévitable, et que parfois, ben, cette violence, ben, ça aurait pu être lui, ça aurait pu être moi, mais on a une forme de respect pour la violence en tant que abstraction, mais aussi un respect face à l'ennemi. Et je dis souvent, l'ennemi, c'est souvent pas quelqu'un vers lequel on a de la haine, lorsque l'on réfléchit réellement. L'ennemi, il est là pour faire ce qu'il doit faire, conquérir ton territoire, te tuer, prendre ta femme et tes gosses. Enfin, c'est son job.
Et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Alors nous, on est dans une culture où on ne le fait plus. Mais ça pourrait revenir, hein, le naturel, il peut revenir très très vite. En Oh revanche, que oui. oui, oui, ça va revenir très vite. Moi, je ne fais pas de doute sur le naturel de l'homme blanc qui va revenir et qui va terrifier le monde de nouveau pendant 3 siècles. Mais enfin, pour l'instant, on est endormi. Et je dois avouer que je suis bien dans le monde endormi parce que c'est un monde qui me plaît, c'est un monde tranquille. On a des antidouleurs, on a de l'anesthésie, on a des antibiotiques. Franchement, pendant des milliers d'années, on aura rêvé, ils n'arrivaient même pas à rêver d'un truc comme ça. Oui. On peut voyager, enfin, on a un luxe incroyable. Mais c'est pas pour ça qu'on a une haine. Alors, on peut avoir une haine fabriquée pour se motiver, mais la réalité, c'est qu'on n'a pas une haine fondamentale pour nos ennemis. Les traîtres, c'est autre chose. Mais d'ailleurs, c'est parce qu'on est des guerriers qu'on peut faire la paix, je crois. Je pense que l'on pourra faire la paix avec des gens qui nous estiment et donc que l'on estime aussi. Et donc, si on est des faibles, si on est des minus, mais personne va nous garder en vie lorsqu'il y aura un conflit. En revanche, si nous sommes des guerriers, avec cet aspect intellectuel, cet aspect de... Moi, je vois toujours dans cette histoire, alors est-elle vraie, est-elle une histoire mythologique, mais lorsque le roi Richard, Cœur de Lion, Philippe Auguste de France, se retrouvent en croisade ensemble et qu'ils rencontrent Saladin, qui est leur ennemi, et qui finalement ils finissent par déjeuner ensemble sous la tente, en tant qu'ennemis, mais en tant que l'ennemi qui forcément se respecte, puisque ce sont des rois, ce sont des guerriers, et à l'époque, les types, ils viennent se faire 5000 km à pied Mm. ou à cheval, même t'as beau être roi, 5000 km à cheval, tu as le cul hein, t'es pas sur une chaise à porteur, Oui, oui, je vois. t'es Je pas vois. dans une limousine. Donc il y a un respect humain d'homme à homme qui est là. Alors, je sais pas ce qu'ils ont fait dans la tente, ils sont peut-être chacun a amené sa pute ou un truc comme ça pour filer à l'autre. Il y a sûrement des trucs comme ça à l'époque. Chacun a partagé sa religion, chacun Mm. a essayé de montrer en quoi la religion du Christ était extraordinaire, l'autre a dû Parler de expliquer en quoi la Mahomet, voilà. religion d'Allah était extraordinaire. Ils ont dû trouver des points communs, ils ont dû dire bon, bah, ça m'a fait plaisir de te connaître, demain on va se massacrer jusqu'à ce qu'il y en ait un qui gagne. Et en l'occurrence, ce sont les croisés qui ont gagné à ce coup-ci. Mais ils avaient du respect. Donc c'est pour ça qu'ils ont pu faire la paix après. Lorsqu'on est entre fiottes, enfin, j'utilise ce terme pour dire des Oui, faibles, hein, on oui, est tout à d'accord, fait. c'est dans ce sens-là que je l'entends, il ne peut pas y avoir de respect. Et, euh, et donc, dans les arts martiaux, on apprend à respecter l'autre, on apprend à être respectueux de fait. Et d'ailleurs, on le voit tous, quand on se fracasse la tronche à coups de poing, au coup de pied ou à coups de grappling au sol, à la fin, qu'est-ce qu'on fait? C'est même instinctif, on se serre la main, Ouais. on se donne une accolade, on s'embrasse, parce qu'on est reconnaissant d'avoir eu quelqu'un qui nous a appris quelque chose sur nous-mêmes ou même sur lui. Parce qu'au fond, qu'on ait été terrassé ou qu'on ait gagné le petit sparring, si on veut, on a appris quelque chose. Moi, je ressortais à chaque fois, je me dis, ah ouais, là, en fait, ah ouais, le mec, il était quand même là, c'était bien ce qu'il a fait. Donc, j'ai appris quelque chose. Donc, on est reconnaissant, c'est instinctif. On a cette reconnaissance du combattant à l'autre. Alors, et puis très vite, il y a une camaraderie qui se forme, il y a un esprit de corps hein, entre les amis quand on. Et donc, rien que pour ça, c'est génial de pratiquer des arts martiaux. Parce que vous n'aurez pas ça sur des bancs d'université, vous n'aurez pas ça sur vos lieux de travail, ou alors il faut être métallurgiste et sortir se bourrer la gueule avec les copains, avec les collègues. Mais les métiers aujourd'hui, c'est des métiers de bureau où il n'y a plus cette camaraderie entre comptables, quoi, entre secrétaires Et c'est et, fini hein, dans le monde du voilà. travail. Hein. Et en plus, tout le monde se tire dans le dos et dans les pattes. Mm. Donc on retrouve cet instinct de guerrier qu'on a en nous et qu'on a pour beaucoup oublié dans les arts martiaux et dans le combat. Et c'est un combat simulé, c'est un combat relativement sûr en plus, donc il faut en profiter. Donc j'encourage tout le Mm. monde de se lancer, de s'y mettre. Parfait. Alors, je te remercie. Ça t'embête pas, on va passer à la deuxième partie. T'en prie. Ah, attends, je vais stopper l'enregistrement.